Vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les chiffres du chômage pour 2014 ont été rendus publics hier. Le nombre des chômeurs sans aucune activité a augmenté de 189 100 en un an et de 311 900 toutes catégories de demandeurs d'emploi confondus. Nous comptons désormais 5,8 millions de chômeurs dans notre pays. Vous avez déclaré, Monsieur le Premier ministre, qu'il n'y aurait pas d'amélioration tant qu'il n'y aurait pas de croissance. Je ne vous contesterai pas cette évidence. Le problème est que la politique d'austérité que vous mettez en œuvre n'est pas de nature à assurer la reprise. Je n'en prends qu'un exemple aux effets ravageurs. Vous avez décidé que les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales diminueraient de 11 milliards jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dès 2014, les élus ont été contraints de tailler dans les projets, les équipements, les services en direction des populations. Pourtant, ces collectivités jouent un rôle décisif d'amortisseur des ravages du chômage, de la précarité et de l'austérité. Elles financent plus que de 70% des investissements publics, soit 58 milliards par an injectés dans l'économie. Il faut donc s'attendre à une baisse des commandes, à des plans sociaux dans les BTP et à une nouvelle aggravation du chômage. Une étude conjointe de l'AMF et de la Banque postale a montré que les investissements des communes auront été déjà en repli de 10,2% en 2014 et ceux des EPCI de 5,6%. La tendance va s'accentuer. Or, 10% de baisse de l'investissement public, c'est 0,2 de croissance en moins. L'austérité ne crée pas les conditions de la croissance, mais produit l'effet inverse. Il serait temps, Monsieur le Premier ministre, que le changement promis en 2012 ne soit plus remis aux calendes grecques. Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Carvalho. C'est vrai que les dotations aux collectivités territoriales vont baisser. Je pense, on n'aura pas le temps de le faire pendant une question d'actualité, mais qu'il faudra qu'on se mette tous d'accord sur les 11 milliards et non pas les 28. Mais cette année, effectivement, il y a 2,67 milliards de baisse de dotation. Un effort a été fait pour porter le FCTVA à meilleures conditions, donc on revient à 2,44. Et je vous rappelle quand même, ça a échappé à beaucoup, que les valeurs cadastrales augmenteront de 0,9 alors qu'il n'y a pas d'inflation, ce qui fera 1 milliard supplémentaire. Mais c'est difficile, même s'il reste beaucoup moins que ce que vous dites, c'est difficile. Nous avons fait attention à ce que l'effort des collectivités territoriales soit justement réparti, en maintenant bien sûr des DSU, tous les concours aux communes les plus en difficulté, en augmentant de 200 millions la DETR pour les communes rurales, ce qui fait que les collectivités contribueront entre 1 et 7 suivant leur richesse. Il faut être juste. Il y a des collectivités aujourd'hui qui ont des ressources importantes, d'autres moins. Donc nous devons appuyer sur la péréquation et vous dire aussi, Monsieur le député, que les 600 milliards d'euros de dette, je sais à quel point vous y êtes attaché. C'est aussi un problème de souveraineté. Et on me dit souvent, la dette des collectivités locales, elle est faible. Oui, mais les 67 milliards de dotation de l'État, qui sont importantes aussi, puisque vous avez 270 milliards pour les ministères, 67 milliards de dotation pour les collectivités. Cette dotation-là, on la finance comment ? Eh bien, avec une grande partie de l'emprunt. Donc l'emprunt des citoyens est le même, qu'il soit fait par l'État pour les dotations ou pour les collectivités. Donc nous aurons un débat serein, j'espère, d'ici quelques jours. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État aux Affaires européennes. La victoire de Syriza est une bonne nouvelle pour les Grecs et pour l'Europe. Cette victoire n'a pas besoin de récupération politicienne en France. C'est le choix lucide et raisonnable d'un peuple libre face à l'austérité. C'est une voie progressiste, une voie qui tourne le dos à l'extrême droite, une voie qui veut une Europe plus solidaire, une démarche de coopération entre les peuples plutôt que de concurrence. Ce qui se passe en Grèce
n'est pas le fait isolé. Le constat grandit dans de nombreux pays que les politiques néolibérales et la dérégulation de l'économie profitent à quelques-uns au détriment des populations et au détriment des classes moyennes. Elles ne permettent pas de sortir de la crise, elles creusent les inégalités. Un cap idéologique est donc dorénavant franchi au niveau européen. Des rassemblements nouveaux pour desserrer les dogmes de l'austérité sont dorénavant possibles. Alors, Monsieur le ministre, alors que le président de la République a invité M. Tsipras à Paris, c'est très bien. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement envisage, dans cette situation nouvelle, une réorientation de la politique européenne que beaucoup demandent? Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Noël Carpentier, comme vous l'avez rappelé, le Président de la République s'est entretenu lundi avec le nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras, à la suite des élections législatives qui ont vu les citoyens accorder à Syriza une majorité et confier donc à Alexis Tsipras le soin de gouverner les destinées de la Grèce. Nous allons donc travailler avec le nouveau gouvernement et le Président de la République a proposé à Alexis Tsipras de se rendre à Paris dès que son gouvernement serait formé. Il est maintenant formé et le rôle de la France et de l'Europe, c'est maintenant de faire en sorte que nous puissions travailler dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Nous ne pouvons pas accepter deux attitudes. L'une qui serait de dire c'est comme si les Grecs ne s'étaient pas exprimés, comme s'ils n'avaient pas dit effectivement qu'ils voulaient en finir avec l'austérité. Il y a à discuter avec le nouveau gouvernement que se sont choisis les citoyens grecs, comme cela d'ailleurs aurait été le cas, quel qu'ait été le résultat de cette élection. Et en même temps, les Grecs ont choisi une majorité qui est favorable au maintien de la Grèce, non seulement dans l'Europe, mais dans la zone euro. Et il y a donc un esprit de responsabilité, des engagements qui ont été pris, qui doivent être tenus, mais en permettant à la Grèce de retrouver le chemin de la croissance. Car la dette a augmenté, elle est de 175% du PIB en Grèce, mais c'est aussi parce que le PIB lui-même, c'est-à-dire la richesse nationale, a baissé de 25% depuis le début de la crise. Donc la réponse que nous devons apporter, c'est aider la Grèce à mener les réformes, à retrouver la croissance qui lui permettra non seulement de renouer, de faire en sorte que soit renoué le lien avec le projet européen pour ses citoyens, mais aussi avec l'emploi. Et c'est effectivement la bataille pour la réorientation que nous menons. C'est ce que nous avons fait pour que la nouvelle politique monétaire permette la baisse de l'euro, qu'il y ait le plan Juncker de 315 milliards d'investissements et une nouvelle doctrine sur la flexibilité. Voilà la bataille que nous allons mener pour la Grèce et pour l'Europe. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Monsieur le Président, au vu de la situation catastrophique de l'emploi de notre pays, je m'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le temps de vous poser cette question, 5 personnes auront rejoint les 5 521 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, 321 000 de plus sur un an. Depuis l'élection de François Hollande, ce sont plus de 600 000 personnes supplémentaires qui subissent ce fléau que représente le chômage, auquel il faudrait ajouter de nombreuses personnes radiées par Pôle emploi. Face à cet échec, votre gouvernement est désemparé. Vos premières paroles ont été, je vous cite, « Il ne fallait pas s'attendre à des miracles ». Mais, Monsieur le Premier ministre, les Français n'attendent pas de miracles, ils attendent du travail. Pendant que la colère sociale monte dans tout le pays et dans de nombreuses professions, votre ministre, M. Macron, se satisfait de microéconomies selon ses propres termes. Durant la précédente législature, marquée par une crise mondiale sans précédent, dont vous avez nié l'existence en 2012, nous avions pris des mesures fortes, heures supplémentaires défiscalisées, TVA sociale, renforcement de l'apprentissage, assouplissement des 35 heures, et nous aurions dû aller plus loin. Vous avez systématiquement tout détricoté. 2 ans et demi après votre élection, assumez vos échecs. Vous êtes incapable de tenir vos promesses de 2013, d'inverser la courbe du chômage, alors inversez votre politique. Tous nos voisins européens ont réussi là où vous avez échoué. Malgré une situation internationale particulièrement favorable, sortez de la posture et d'affichage auxquels les Français ne croient plus. 5 521 000 demandeurs d'emploi, Monsieur le Premier ministre. Prenez des décisions fortes qui s'imposent. Mettez en place un nouveau contrat de travail plus souple, plus protecteur, tant pour les employeurs que les salariés. Donnez-leur de la liberté pour travailler autant qu'ils le veulent en supprimant 35 heures. Révisez les seuils sociaux. Modifiez les règles de l'assurance chômage. Monsieur le Premier ministre,
aurez-vous enfin le courage d'effectuer les réformes nécessaires et attendues par les Français? Merci. La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Allez, ne soyez pas aussi impatient d'entendre la réponse. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, je vous réponds, Monsieur le député Gérard Cherpion, en ma qualité de ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Que cela vous plaise ou non. S'il vous plaît. Je voudrais Ça ne vous sert dire, à rien et les Français nous préfèrent plutôt calmes. Le député même dans Gérard nos Cherpion, vous savez effectivement quelle est la situation du chômage dans notre pays. Les chiffres de l'année 2014 ne sont pas bons, cela est vrai, puisque l'augmentation du chiffre de chômage sur l'ensemble de l'année s'élève à 5,6%. Il est vrai qu'elle s'est élevée à 5,5% en 2013, à 10,2% en 2012, à 5,5% en 2011, à 5% en 2010. Oui, mais si je vous dis cela, monsieur le député, si je vous dis ça calmement, puisque votre question était une question sérieuse, qui intéresse les Français et qui mérite autre chose, que des cris et des hurlements. Je voudrais vous le dire ici, j'essaie de vous répondre de la manière la plus sincère possible. Ce drame du chômage, il vous concerne, il nous concerne, mais il concerne les Français d'abord, car ce sont les Français qui ont été touchés depuis 6 ans. Depuis 6 ans, c'est 1 300 000 chômeurs supplémentaires. 750 000, on pourrait dire, pour la précédente majorité, et aujourd'hui 570 000, c'est vrai pour nous. C'est pourquoi nous ne restons pas les bras croisés. C'est pour ça que nous agissons. Parce que se passerait-il si le gouvernement n'avait pas mis en place tout ce qu'il a fait pour les emplois d'avenir? Plus de 100 000 jeunes, grâce à ces emplois d'avenir, ont trouvé une situation convenable l'année dernière. Et nous les formons en même temps et nous allons continuer. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Patrick Bloch. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Depuis les 3 jours qui ébranlèrent et la France et le monde, l'école se trouve à l'avant-garde du sursaut républicain né le 11 janvier, même s'il ne s'agit pas de lui demander de résoudre tous les maux de notre société. Nous ne saurions bien sûr oublier que l'accès de tous à la culture, la mobilisation du mouvement associatif et notamment sportif, la présence des acteurs de l'éducation populaire dans nos territoires sont autant de vecteurs d'apprentissage du vivre ensemble, de ce que faire société veut dire. Il reste que l'éducation nationale a une responsabilité première, le caractère central de la transmission des savoirs ayant été tout particulièrement rappelé hier lors de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est précisément pour cette raison qu'en 2013 a été votée une grande loi de refondation de l'école de la République, que cette année l'éducation devient le premier budget de la nation et que l'objectif du recrutement de 60 000 enseignants a été, malgré les contraintes, maintenu. Les professeurs qui doivent retrouver autorité et considération bénéficient à nouveau d'une formation. La semaine de 4 jours et demi a été rétablie pour faciliter l'apprentissage des connaissances et l'enseignement moral et civique est programmé dès la rentrée prochaine. Or, les défis à relever dans la période nouvelle qui s'ouvre apparaissent si considérables que le président de la République a ressenti la nécessité de lancer l'acte 2 de la refondation de l'école. Vous venez d'annoncer, Madame la Ministre, un plan visant à mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de l'école, à développer la citoyenneté et la culture de l'engagement, mais aussi à favoriser la mixité sociale dans les établissements, car il serait vain de vouloir renforcer le sentiment d'appartenance nationale sans combattre d'abord les inégalités scolaires. Aussi, quelles seront les étapes de la mise en œuvre de ces mesures? Merci, Monsieur Bloch. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Bloch. Face aux meurtriers attentats de Paris, il était indispensable de renforcer notre sécurité, notre protection, l'efficacité de notre justice. Tout cela a été dit. Mais ici, nous savons tous qu'à terme, la meilleure arme que nous puissions avoir contre les ennemis des libertés, c'est l'éducation. L'éducation parce que c'est dans le vide de la pensée que s'installe le mal.
L'éducation parce que c'est dans nos écoles, gratuites, laïques, obligatoires, qu'une génération entière se côtoie, apprend à se connaître et à dépasser ses peurs et ses différences. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir à quel point l'école remplit ses missions. Je peux vous dire qu'au quotidien, des centaines de milliers d'enseignants s'y dévouent. Mais ce qu'ont révélé les incidents qui ont suivi les attentats, c'est la grande vulnérabilité de l'institution scolaire face à des défis majeurs et des défis nouveaux. Le relativisme des enfants, la perte de repères, le repli communautaire, le sentiment d'exclusion. C'est face à chacun de ces défis que nous avons voulu commencer à apporter de premières réponses la semaine dernière. Elles ne sont pas exhaustives et je le redis ici, des assises sont lancées sur tout le territoire pendant 3 mois pour que chacun puisse contribuer à comment mieux éduquer nos enfants. Mais sans plus attendre, nous savons bien qu'il faut mieux épauler nos enseignants et c'est l'objet des 1000 formateurs qui sont déployés sur tout le territoire pour assurer une formation continue sur la laïcité, sur la citoyenneté, sur l'éducation aux médias, tout sujet essentiel. Nous savons, nous, qu'il faut mieux soutenir l'autorité des enseignants et c'est l'objet des instructions qui ont été passées aux chefs d'établissement pour que plus aucun incident ne soit banalisé ou sous-estimé. Nous savons, nous, qu'il faut mieux embarquer les élèves dans notre conception des valeurs républicaines et c'est la raison pour laquelle nous voulons renforcer l'apprentissage du français comme un fondamental, en effet, ainsi que l'apprentissage de l'esprit critique dont ils ont tant besoin dans ce monde. Et puis nous savons enfin qu'il faut mieux permettre aux partenaires de l'éducation de mieux aider l'école et c'est pour cela que nous l'ouvrons aux parents et c'est pour cela que nous créons cette réserve citoyenne. Merci, voilà, continuons Madame ensemble. la Ministre. La parole est à Madame Anne Gromersch. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la réponse du ministre du Travail à la question de notre collègue Gérard Cherpion ne peut nous satisfaire. La situation de l'emploi est catastrophique et vous devez comprendre que les postures, les annonces et les mesurettes ne sont plus acceptables. Je vous rappelle les chiffres funestes. Plus de 8 000 chômeurs supplémentaires en décembre. La France compte près de 600 000 chômeurs de plus qu'au début du quinquennat de François Hollande et flirte désormais avec la barre des 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, soit un total de 5,5 millions de chômeurs. Et toutes les catégories sont concernées. Le chômage des seniors atteint des records, celui de longue durée explose. Même le chômage des jeunes est reparti à la hausse, et ce, malgré la multiplication des contrats aidés qui pèsent très lourd dans notre budget. Depuis 2 ans, le président de la République nous promet que la courbe du chômage va s'inverser. Depuis 2 ans, le chômage ne cesse d'augmenter. Triste constat. Quand allez-vous enfin voir la réalité en face ? Quand allez-vous enfin réagir et changer de politique ? Tant que vous n'assouplirez pas le code du travail, tant que vous n'allégerez pas les charges et les contraintes pesant sur les entreprises, rien ne changera. Vous continuez à attendre que les choses s'arrangent en promettant que le pacte de responsabilité va nous sauver, que le projet de loi Macron va être l'alpha et l'oméga d'une nouvelle politique économique, que 2015 sera meilleur que 2014, comme 2014 devait être meilleur que 2013 et 2013 meilleur que 2012. La réalité, c'est que vos résultats en matière de lutte contre le chômage sont catastrophiques. La vérité, c'est que même votre propre majorité vous fait défaut. La réalité, c'est que vous ne cessez de vous défausser sur l'ensemble des acteurs de notre pays, faute de prendre en main la situation économique et sociale de notre pays. Vous vous perdez en mesures accessoires dans le projet de loi Macron et vous laissez nos voisins européens reprendre le train de la croissance. Madame. Sans nous. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, sur cette question dramatique, je ne reprends pas les mots du ministre du Travail il y a un instant. Je pense que chacun d'entre nous, et c'est ce que fait en tout cas le gouvernement, prend ce sujet à la fois avec sérieux et avec modestie. Nous vivons, et la France est habituée depuis 30 ans, sauf pendant une période courte, entre 1998 et 2000, et encore par rapport à d'autres pays, nous étions loin du compte, nous nous sommes habitués à un chômage de masse. Et face à cette situation, eh bien, il faut utiliser tous les moyens, en rappelant une évidence qu'aucun d'entre vous n'a rappelée jusqu'à maintenant, sauf le ministre du Travail, c'est la situation que nous connaissons à la fois dans la zone euro et en France, avec une croissance autour de 0%, vous le savez parfaitement, il est impossible de créer de l'emploi. Donc tout l'effort du gouvernement sur ce sujet sérieux, si je puis aller jusqu'au bout, tout l'effort du gouvernement
est là pour soutenir la croissance et la compétitivité. Et d'abord, parce que je ne l'ai pas entendu dans vos propos, au niveau européen. Le secrétaire d'État aux affaires européennes l'a rappelé. Toutes les politiques européennes doivent être tournées, et pas seulement parce qu'il y a eu ce changement en Grèce, mais parce qu'il y a eu déjà des choix qui ont été faits et qui correspondent d'ailleurs à ce que le président de la République défend depuis 2 ans. Faire en sorte que l'euro soit moins fort, moins cher, c'est important pour nos entreprises. Faire en sorte, et c'est le cas, que la Banque centrale européenne prenne pleinement ses responsabilités, et nous avons salué les décisions de Draghi. Faire en sorte qu'enfin l'investissement soit une priorité, parce que sans investissement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de projet européen. C'est le sens des mesures qui ont été annoncées par le président de la Commission européenne, dont je vous rappelle qu'il était votre candidat à l'occasion des dernières élections européennes pour présider la Commission. Donc je vous demande là aussi de la continuité et de la cohérence, et on peut se retrouver tous ensemble sur cette idée que la croissance à travers l'investissement et les grands travaux en Europe doit être une priorité. Et puis, bien sûr, en France, pour assumer nos propres responsabilités, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. Madame la députée, vous me parlez de la baisse des charges. Ça vient de rentrer en vigueur. 0 charge autour du SMIC. Ce sont des moyens pour les entreprises. C'est le développement du CICE. Et moi, je suis sûr, tout en reconnaissant, parce que c'est cette réalité, que l'année 2014 a été difficile pour la France, pour les Français et notamment pour ceux qui n'ont pas d'emploi, je suis convaincu qu'avec les indicateurs que nous avons, avec la conjoncture internationale qui est en train de changer, parce qu'il y a le niveau de l'euro, parce qu'il y a la baisse des taux d'intérêt, parce qu'il y a le niveau du prix du baril de pétrole, oui, les choses peuvent changer. Et la loi Macron, la loi croissance et activité, eh bien cette loi, elle permet aussi de donner plus de liberté. Bref, nous sommes en train de faire, avec nos valeurs, avec le sens de la justice, en luttant contre les inégalités, ce que vous avez été incapable de faire quand vous étiez au pouvoir, eh bien nous sommes fiers des mesures que nous sommes en train de prendre parce qu'elles vont précisément soutenir la croissance, la compétitivité et la seule priorité qui vaille, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame, s'il vous plaît, on change de question. La parole est à Madame Michèle Bonneton. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Dans le projet de loi sur la croissance et l'activité figure la volonté gouvernementale de procéder par ordonnance sur un champ très large à une révision du droit de l'environnement. Pour les écologistes, l'objectif affiché, celui d'une simplification des procédures environnementales, peut parfois être légitime. Il arrive que ces procédures freinent des projets tout à fait vertueux. Nous sommes ouverts à des évolutions sur ces questions sans dogme. Cependant, la méthode nous inquiète. Il nous paraît peu compatible avec l'esprit annoncé par Monsieur le Président de la République lors de la conférence environnementale concernant la concertation et la participation du public à l'élaboration même des projets à impact environnemental. C'est une vraie demande nouvelle et importante de la société. Nous connaissons trop d'exemples de réformes par ordonnance qui ont rapidement trouvé leurs limites du fait de rédactions pas assez réfléchies, pas assez concertées et surtout pas assez confrontées aux réalités de terrain. Madame la ministre, nous contestons ce recours aux ordonnances parce que, je le rappelle, le Parlement est le lieu de l'élaboration de la loi. C'est le mandat que les citoyens nous ont confié. Quels engagements, Madame la ministre, prendrez-vous quant au contenu des modifications du droit de l'environnement, quant à l'association du Conseil national de la transition écologique, quant à la coélaboration avec les parlementaires? Êtes-vous prête à inscrire dans cette loi que les modifications des procédures environnementales se fera sans porter atteinte aux objectifs généraux et aux principes de l'écologie, du développement durable et de l'énergie? Président, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous faire 3 éléments de réponse. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison d'opposer le développement économique et la création d'emplois avec la protection de l'environnement. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs lors de notre débat sur la transition énergétique, au cours duquel nous avons créé le permis unique
qui permet à la fois de réduire les délais et en même temps d'être tout aussi vigilant sur la protection de l'environnement. Le second élément de réflexion, c'est que nous nous sommes engagés lors de la conférence environnementale, en effet, à moderniser le droit de l'environnement pour le démocratiser davantage, afin de tenir compte, en effet, de la plus grande sensibilité du public par rapport à son cadre de vie. Et le troisième élément, pour vous donner toute garantie sur ce sujet, je vous remercie de vos préoccupations qui sont également les miennes, à savoir que cette modernisation du droit ne doit pas se faire aux dépens de la destruction de l'environnement, parce que détruire l'environnement, c'est aussi détruire les emplois, et le gouvernement est tout à fait ouvert au dépôt et au vote de l'amendement que vous venez d'évoquer pour garantir la non-régression en matière du droit de l'environnement, mais nous devons impérativement raccourcir les délais de construction, identifier très tôt les problèmes qui se posent pour pouvoir sécuriser les entreprises afin qu'elles puissent investir, équiper le pays sans en rabattre sur la protection de l'environnement. Merci madame. La parole est à monsieur Arnaud Robinet. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Bonne année, bonne santé. Cette formule que nous avons coutume de prononcer ces jours-ci prend tout son sens quand on voit la difficulté qu'ont eu les Français pour avoir accès à un médecin ces derniers jours. Après le débrayage de l'ensemble des professions médicales durant les fêtes de Noël, après la grève de l'utilisation de la carte vitale, c'est au tour de SOS Médecins de cesser le travail. Et ce n'est pas fini. On annonce désormais la grève à partir de demain des internes. Depuis quasiment un mois, la grogne monte en puissance et pendant ce temps, vous vous contentez de réunir des groupes de travail et vous promettez des concertations dont on ne voit aucune suite. Et pour cause, votre projet de loi est tellement dogmatique et rigide qu'aucune négociation n'est possible sur la base des dispositions que vous portez. Comment voulez-vous engager le dialogue avec les généralistes quand vous restez aussi arc-bouté sur le tiers payant généralisé, qui revient à faire du généraliste un supplétif et un salarié sous-payé de la sécurité sociale? Comment voulez-vous relancer le dialogue avec les cliniques quand vous vous obstinez à les opposer au public? Comment pouvez-vous espérer calmer le mécontentement de SOS Médecins quand vous initiez la suppression des gardes de nuit libérales? Madame la ministre, il faut l'avouer, le gouvernement auquel vous appartenez a un problème avec les professions libérales. D'un côté, les professions juridiques sont attaquées par votre collègue Macron avec une déglementation débridée. De l'autre, avec un sens du dialogue tout aussi inexistant, les professions médicales sont attaquées par une fonctionnalisation rampante. Pour des raisons purement idéologiques, voire électoralistes, vous vous en prenez au principe de l'exercice libéral, qui est pourtant l'un des fondements du modèle français. Alors ma question est simple, Madame la Ministre. Quand comptez-vous prendre conscience du malaise des médecins? Quand cesserez-vous d'être la ministre des grèves, des conflits et des bureaucrates pour être enfin la ministre des professionnels de santé, et je dis bien de tous les professionnels de santé? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Arnaud Robinet, voilà une question qui ne manque pas de caricature et qui, au moins, elle, échappe à tout dogmatisme et à toute idéologie. Parce que moi, j'ai envie de vous renvoyer la question, monsieur le député. Quand allez-vous vous intéresser aux relations des Français avec leur système de santé? Faut-il vous rappeler que lorsque vous étiez aux responsabilités, monsieur le député, vous avez conçu le système de santé comme l'accroissement des franchises et des déremboursements? S'il vous plaît, monsieur le député, ça sert à rien, que lorsque vous étiez aux responsabilités, vous avez fait reculer la part prise en charge par l'assurance maladie. Alors nous assumons un projet de loi en direction des Français avec des mesures concrètes pour la prévention, pour l'accès aux soins dans les territoires. Et nous assumons, monsieur le député, un projet de loi qui veut favoriser la levée des obstacles financiers que rencontrent un certain nombre de nos concitoyens dans l'accès aux soins. Et c'est cette raison qui nous a amenés à proposer le tiers payant, qui effectivement est une mesure forte du projet de loi de santé, même s'il est réducteur de ramener l'ensemble de cette loi à cette seule mesure. Alors j'entends que cela provoque des interrogations, des doutes, des difficultés avec les médecins, avec les professionnels de santé. Des groupes de travail se sont engagés. La concertation, elle est réelle. Je participerai personnellement à ces groupes de travail et je souhaite
que l'esprit de dialogue l'emporte chez chacun. En tout cas, c'est ce qui me guide dans la période actuelle. Merci madame. La parole est à monsieur Dominique Potier. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Défense. Au moment où l'Assemblée nationale rendait hommage aux 9 victimes du tragique accident d'Albacete, je vous accompagnais hier en Espagne sur la base aérienne de Los Llanos. L'armée de l'air est en deuil. Nos territoires sont en deuil. Avec le sénateur Daniel Reiner, nous avons eu le fort sentiment de représenter l'ensemble des parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, de Meurthe-et-Moselle et de notre région. Monsieur le ministre, la Lorraine est une terre brûlée par 2 conflits mondiaux. Nous sommes les héritiers de ces conflits dont nous avions célébré la mémoire en 2014. Nous sommes les héritiers d'un passé tragique et notre lien avec l'armée est singulier. Il est particulièrement fort. Je peux témoigner ici d'une émotion populaire autour de la base aérienne 133 qui est immense. Officiers, sous-officiers, aviateurs, mécaniciens, l'appel de tous ceux qui sont tombés à Albacete, qui ont été brûlés et qui ont péri, nous fait penser à cet appel du 18 juin avec toutes les fonctions qui étaient mobilisées. Ces hommes, ceux de nos territoires qui sont engagés aujourd'hui sur les théâtres d'opération du Mali, du Liban, en Jordanie, sont aujourd'hui en lutte contre le terrorisme et pour l'équilibre du monde. Ils sont notre fierté. Nos forces armées, mais aussi nos chercheurs, nos entreprises, nos humanitaires, tous ceux qui contribuent à la paix et à la justice sont notre fierté. Le temps n'est pas au déclinisme, le temps n'est pas non plus à l'orgueil, mais il est à une authentique fierté pour tous ceux qui portent aujourd'hui les couleurs de notre pays et les valeurs de notre République. C'est dans cet esprit que nous nous associons à nouveau, que nous présentons à nouveau nos condoléances à leurs frères d'armes, à ces victimes, à leurs proches, à leurs familles. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment la France entend contribuer à comprendre les causes de ce drame La parole et à est à monsieur le témoigner ministre de la notre Défense, solidarité. Jean-Yves Le Drian. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Potier, avec vous, je voulais rendre hommage aux 9 militaires morts dans cet accident dramatique d'Albacete. J'y associe aussi les 2 pilotes grecs du F-16 qui s'est crashé. Avec vous, je veux aussi, et au nom de tout le gouvernement, mais aussi, je pense, pour toute l'Assemblée nationale, faire part de nos condoléances et notre compassion aux familles endeuillées. Il y en a beaucoup à Nancy-Auchet, il y en a à Châteaudun, il y en a à Saint-Malo. Avec vous, je veux aussi dire aux blessés toute notre solidarité. J'ai pu me rendre hier à Albacete avec le ministre de la Défense espagnol, qui a été tout à fait opérant pour nous aider dans ce moment difficile, avec notre ambassadeur, avec le chef d'état-major de l'armée de l'air. Nous avons rencontré les 70 personnels du détachement air qui participaient à l'exercice, qui étaient traumatisés, meurtris, d'autant plus qu'ils ont, pour une partie d'entre eux, assisté horrifiés au spectacle dramatique qui était devant eux. Il y a 9 morts, il y a 5 blessés, 4 d'entre eux seront rentrés ce soir. Le dernier n'est toujours pas transportable et toujours à l'hôpital de Madrid. Vous m'avez interrogé sur les raisons de l'accident. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas pu établir les causes. Une enquête administrative militaire est en cours, une enquête judiciaire aussi. Nous y participons à la demande des autorités espagnoles. Et vous voyez, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, la mission militaire est toujours exigeante, même en exercice, elle est toujours à risque. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, ce matin, a décidé qu'un hommage national serait rendu aux 9 victimes la semaine prochaine aux Invalides.
Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sonia Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous avez annoncé lundi des mesures qui permettront aux maires de mieux protéger leurs policiers municipaux par la mise à disposition de 4 000 revolvers et l'aide à l'achat de 8 000 gilets pare-balles dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Dois-je vous rappeler que les polices municipales de Nouvelle-Calédonie ne sont toujours pas autorisées à porter des armes de défense de catégorie C, à l'inverse de leurs homologues métropolitains et polynésiens? Voici plus de 2 mois, je vous avais interrogé sur ce caractère totalement inéquitable et vous m'aviez fait part de votre volonté de prendre le décret nécessaire si 2 conditions étaient réunies: la formation des hommes et l'autorisation du haut-commissaire. Ces 2 points ne représentent pas d'obstacle majeur, puisqu'ils ne seront que le prolongement de la volonté de l'État de débloquer la situation. Dois-je rappeler que le président de la République a confirmé en novembre dernier cet engagement lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie et depuis, rien n'a bougé, la situation reste figée. Dois-je rappeler aussi que c'est sous la présidence Sarkozy qu'a été libérée la vente d'armes en Nouvelle-Calédonie, alors que nos policiers municipaux n'ont toujours pas ou n'ont toujours que des tonfas et des bombes lacrymogènes pour leur sécurité. Dois-je rappeler enfin que la Nouvelle-Calédonie, c'est encore la France? Alors comment comprendre une politique à ce point confuse? Ma question est très simple, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons de ce blocage? Le temps est venu d'apporter une réponse claire à un questionnement qui appelle bien évidemment de votre part une réponse tout aussi claire. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame Lagarde. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, vous m'avez interrogé il y a de cela quelques semaines sur le sujet de l'armement des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie. Vous me réinterrogez de nouveau aujourd'hui et appelez de ma part une réponse claire. Elle le sera. D'abord, quelles sont les règles? L'article 511-5 du Code de sécurité intérieure implique pour l'armement des polices municipales un accord, une convention entre la préfecture et les collectivités locales qui souhaitent armer leur police. Cette convention, m'avez-vous dit, est possible et elle est même engagée, et donc les conditions sont réunies pour que cet armement soit désormais effectif. Il fallait, pour que cela soit le cas, prendre un décret en Conseil d'État. Comme je vous l'avais indiqué, ce décret a été préparé par le ministère de l'Intérieur. Il fait l'objet d'ultimes consultations. En vue de sa publication, je vais vous donner une date à la fin du mois de février prochain, de telle sorte à ce que vous puissiez mettre en œuvre la mesure que vous appelez de vos vœux. Ce décret en Conseil d'État fera l'objet d'une consultation des collectivités locales, mais compte tenu de la position que vous venez d'exprimer à l'instant, il n'y aura pas de problème pour recueillir leur assentiment. Et dès lors que cet assentiment sera recueilli, fin février, le décret pourra être publié. Voilà la réponse très concrète que je voulais apporter à la question précise que vous m'avez posée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les attentats du 7 janvier dernier à Paris ont mis en avant la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de terrorisme. Et dans ce contexte, le refroidissement de nos relations avec le Royaume du Maroc fait tâche. Le manque de coopération judiciaire et sécuritaire depuis près d'1 an constitue un obstacle à cette coopération internationale. Le Maroc est un grand ami de la France. Il l'a montré à de nombreuses reprises, encore récemment, en soutenant la démarche de la France sur le plan international, en participant à l'opération Serval. Le Maroc est aussi un pays qui a fait le choix d'un islam modéré, d'un dialogue entre les cultures et les religions. Je ne reviendrai pas ici, Monsieur le Premier ministre, sur une année d'incidents dont la répétition a meurtri nos amis marocains, mais je voudrais quand même déplorer les agissements de certains membres de votre gouvernement depuis quelques jours qui ont jeté un nouveau coup de froid sur la relation franco-marocaine. D'abord, le porte-parole de votre gouvernement qui, au moment où nous cherchons à réchauffer les relations France-Maroc,
reçoit ostensiblement des représentants du Front Polisario. Ensuite, votre garde des Sceaux, qui déclarait publiquement il y a quelques jours, je la cite, « Au Maroc, il est plus prudent de ne pas vouloir représenter le roi ». Ces propos ont blessé. Monsieur le Premier ministre, il y a dans cette Assemblée beaucoup d'amis du Maroc. Et j'ai l'honneur de présider le groupe d'amitié France-Maroc qui a accueilli il y a un mois nos collègues marocains à l'unanimité, marocains, français, de toute sensibilité de cette Assemblée. Nous avons exhorté nos gouvernements respectifs à renouer des relations amicales, des relations de travail, des relations de confiance et de coopération. Merci. Au nom de l'amitié franco-alpin, il y a urgence. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Châtel, le Maroc, nous le savons avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, est un partenaire majeur dans bien des domaines. Je l'ai organisé moi-même avec l'Espagne quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue, mais bien sûr pour lutter contre l'islamisme radical, le djihadisme et le terrorisme. La France est l'ami du Maroc, le Maroc est l'ami de la France. Laurent Fabius a déjà eu l'occasion de le répéter à de nombreuses reprises, parce que, et chacun doit y contribuer, il nous faut dépasser cet épisode basé, me semble-t-il, sur de nombreuses incompréhensions. Laurent Fabius s'est entretenu avec son homologue, M. Mézouard, à plusieurs reprises ces dernières semaines. La France fait de nombreuses propositions pour renouer rapidement des liens étroits avec les autorités marocaines. Laurent Fabius aura l'occasion de se rendre prochainement au Maroc, mais dès demain, les deux ministres de la Justice se rencontreront pour permettre de sortir de cette difficulté. C'est la volonté exprimée par les deux chefs de gouvernement, c'est la volonté exprimée aussi, bien sûr, par le roi du Maroc et par le président de la République. Les liens qui nous unissent au Maroc. J'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer à Paris à l'occasion de la fête nationale du Maroc il y a quelques mois. La coopération économique, mais les liens humains, les liens universitaires et les liens culturels, la lutte commune contre le terrorisme nous obligent à dépasser le plus vite possible ces incompréhensions et à faire en sorte, comme le souhaite l'ensemble des parlementaires, à faire en sorte que oui, cette coopération reprenne dans les meilleures dispositions possibles. C'est en tout cas, je veux vous le dire, la volonté absolue du Président de la République et du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, suite aux tragiques attentats que vient de connaître notre pays, il y a eu un important et salutaire mouvement d'union nationale. Par millions, nos concitoyens sont descendus dans la rue pour marquer leur indéfectible attachement à la démocratie, à la République et à ses valeurs, mais aussi à l'état de droit ou encore à la liberté de la presse. Malheureusement, on voit que ces principes ne sont pas appliqués partout, voire ouvertement bafoués dans certaines parties du territoire national. Monsieur le Premier ministre, je voudrais me faire le relais d'inquiétude et d'indignation au regard de ce qui se passe dans la zone de non-droit de Sivens. Où va-t-on quand des individus, au mépris de toute règle de propriété, d'urbanisme, d'hygiène, de sécurité ou de respect de l'environnement, s'installent dans la durée, construisent en dur pour figer une zone de non-droit? Où va-t-on quand les individus, en toute impunité, tiennent une milice fascisante des points de contrôle pour empêcher la libre circulation sur une route départementale? Où va-t-on quand des individus tiennent une conférence de presse masquée avec contrôle d'identité des journalistes pour leur expliquer que c'est pour mieux les retrouver s'ils n'écrivent pas dans le bon sens? Où va-t-on quand des individus narguent ouvertement l'autorité de l'État et que les journalistes, les gendarmes sont interdits d'accès dans le secteur? Où va-t-on quand la ministre de l'Environnement elle-même, qui a lancé une médiation qui ne fait que des mécontents, n'a pas un mot pour faire évacuer le site et pour les riverains excédés qui n'en peuvent plus de subir de telles intimidations et viols de propriété, exactions par des individus hors la loi? Monsieur le Premier ministre, ne rien faire, c'est l'assurance d'avoir un autre drame à Sivens.
Je vous en conjure, agissez et faites enfin respecter partout, et surtout à Sivens, les lois de la République pour lesquelles des millions de Françaises et de Français se sont mobilisés. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais faire 3 observations. La première, en effet, vous l'avez dit, c'est que nous sommes dans un état de droit. Et donc aujourd'hui, suite à l'appel au secours, j'allais dire, des élus locaux, je suis intervenu pour envoyer des experts sur place pour essayer de sortir par le haut de cette inextricable situation. Peu importe les responsabilités des uns et des autres, nous devons maintenant nous rassembler autour d'une solution durable qui procure de l'eau à la fois aux agriculteurs et au débit d'étiage de la rivière. La deuxième observation, c'est qu'il appartient maintenant, à partir des propositions des experts qui ont mis en avant 2 solutions, soit un ouvrage plus en amont, qui a moins d'impact sur l'environnement, soit des retenues de substitution. Il appartient maintenant aux élus locaux de faire leur choix, au besoin par un référendum local, afin de décider quel est l'ouvrage qui leur convient. Je prends pour ma part l'engagement pour les y aider de récupérer les fonds européens qui ont été retirés au projet précédent pour atteinte à la directive de la loi et à la loi sur l'eau. Et deuxièmement, pour que l'État prenne en partie à sa charge les frais du retard du chantier. Je vais donc très loin dans la prise en compte de la responsabilité de l'État par rapport à un projet qui relève des élus locaux. La troisième observation, par rapport à l'occupation illégale du site, l'engagement que je peux prendre, Monsieur le député, en accord avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, c'est que dès lors que les élus locaux auront fait leur choix, alors il y aura une évacuation du site afin que l'État de droit reprenne ses droits. Merci. La parole est à Monsieur Yannick Moreau. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Moreau. Votre ministre de l'Intérieur et vous-même avez raison de dire que nous sommes en guerre contre l'islamisme radical. La guerre doit être totale. Or, comme vous l'écriviez dans votre lettre au président de la République à l'été 2013, il y a une fracture large au sein du gouvernement entre une ligne ferme que vous cherchez à incarner avec Monsieur Cazeneuve et la ligne pénale laxiste de Madame Taubira. La réforme pénale de Madame Taubira, actuellement en vigueur, est un contresens historique majeur. Quand les Français réclament plus de fermeté, quand les circonstances exigent un réarmement pénal, Madame Taubira fait voter une loi laxiste aux effets catastrophiques. La loi pénale de Madame Taubira cherche à faire éviter la prison, comme la loi sur les 35 heures cherchait à faire éviter le travail. 6 mois après sa promulgation, la loi pénale de Madame Taubira est non seulement périmée, mais dangereuse pour faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre sécurité et sur nos libertés. Devant cette double ligne gouvernementale, mes questions sont simples et elles sont partagées par un grand nombre de représentants de la nation et de nos compatriotes. Comment allez-vous concilier le laxisme pénal généralisé par la réforme de Madame Taubira avec l'impérieuse fermeté que commande la lutte contre le djihadisme islamique ? Face au constat objectif d'un double discours pénal au sein de l'exécutif, la question de la participation de Madame Taubira au gouvernement est clairement posée aujourd'hui. La ligne de la France doit être claire, affirmée, incarnée. Enfin, l'opposition vous propose quelques mesures fermes et claires. Fin des remises de peine automatiques, interdiction du territoire national et d'échéance de la nationalité pour les djihadistes binationaux, sanctuarisation du budget de la défense. Ayez le courage de prendre nos propositions et de poser des actes nouveaux sur les mots d'unité nationale. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Monsieur le député Yannick Allez, s'il vous Moreau. plaît, on laisse répondre la garde des Sceaux. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député, c'est un hémicycle où nous avons l'habitude de traiter sérieusement les sujets sérieux. Et la politique pénale est un sujet sérieux. Nous avons donc très scrupuleusement évalué les politiques pénales qui étaient en œuvre lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Nous l'avons fait faire par des personnes qui ont des méthodes scientifiques rigoureuses, reconnues en France, en Europe et dans d'autres pays.
Et cette évaluation a permis de voir que la disjonction entre la politique pénale et la politique carcérale a conduit à une multiplication par 3 des condamnations récidives pénales, à des sorties sèches sans aucun encadrement, aucun accompagnement de 80% des personnes qui étaient dans les établissements pénitentiaires et surtout à un échec qui était lié au fait que vous aviez supprimé la liberté d'appréciation des magistrats. Nous savons dans tous les pays du monde que l'efficacité des sanctions pénales est liée justement à l'individualisation, c'est-à-dire à la capacité pour les magistrats d'apprécier la situation et de décider de la sanction la plus adaptée. Nous avons donc eu le courage, nous, après ce travail extrêmement rigoureux, de déterminer une réforme pénale qui a fait l'objet d'un travail de très grande qualité, auquel je reconnais avec beaucoup de regret que vous n'avez pas participé, un travail de très grande qualité qui a été conduit par le rapporteur et par l'ensemble. Mais nous avons observé qu'avec constance, vous essayez de déployer des passions tristes, comme la haine qui vise particulièrement certains membres de ce gouvernement. Je ne pense pas que ça honore la représentation nationale, Madame la ministre. mais ce n'est pas une La parole est à Madame Cécile Untermeyer. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, la représentation nationale s'est saisie de la question des professions juridiques réglementées dès l'annonce du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Une mission d'information parlementaire de 15 députés, dont mon collègue Philippe Houillon était le co-rapporteur, a été mise en place en septembre 2014 et notre collègue Richard Ferrand, rapporteur général, a également rendu un important travail sur cette question. Les propositions ainsi faites ont largement nourri le projet de texte examiné de façon très constructive et exemplaire au sein de la commission spéciale. Cette commission spéciale a débattu pendant 82 heures sur cet important sujet, en votre présence et celle de votre équipe. Cette démarche positive, il faut le dire, contraste singulièrement avec la stratégie offensive et inédite de certains lobbies. Plutôt qu'un statu quo stérile, nous avons choisi de prendre à bras-le-corps la modernisation juridique et économique de notre pays. Nous avons choisi d'ouvrir à la jeunesse la porte des métiers qu'elle souhaite exercer, tout en veillant au maintien du maillage territorial, à l'égal accès aux droits sur tout le territoire, à la sécurité juridique et au développement de nouvelles formes d'exercice de ces professions. Pourtant, certains claironnent haut et fort que nous allons détruire un modèle auquel nous sommes en réalité très attachés. D'autres affirment que les salariés de ces secteurs, salariés dont nous avons tenu à entendre tous les représentants dans le cadre de notre mission, eh bien, ces salariés seront en difficulté. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande, est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point, sur ces 2 points, et je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Il faut en effet lever des ambiguïtés qui persistent compte tenu de la mauvaise information qui est aujourd'hui faite par nombre des protagonistes. D'abord, pour rappeler, comme vous l'avez fait, je vous en remercie, que la sécurité juridique est bien préservée dans cette réforme, puisqu'en aucun cas l'acte authentique ou aucun des actes de ces professions réglementées, et Madame la garde des Sceaux l'a rappelé il y a 2 jours au début de la discussion générale, n'est touché par la dite réforme. La deuxième chose, pour rappeler que la libre installation qui est prévue pour certaines de ces professions réglementées est une libre installation encadrée, de manière objective, dans des zones où il y a des carences, et contrôlée là aussi par Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les zones où l'équilibre financier des professionnels en place pourrait être menacé. Donc, en aucune façon, les équilibres territoriaux, les équilibres professionnels ne sont remis en cause par cette réforme. C'est même le contraire, puisqu'elle prévoit la libre installation dans les zones où il manque des professionnels. Troisième chose, c'est la possibilité offerte de donner plus de transparence en matière tarifaire à travers cette réforme. Et c'est là aussi un point important, puisque au plus, tous les 5 ans, à travers cette réforme, sur une base objective, nous réviserons les tarifs de ces professions du droit, ce qui est là aussi normal, en préservant la proportionnalité et donc la pérennité des structures les plus petites.
enfin, et c'est l'un des apports de notre commission spéciale et une des propositions des rapporteurs, et je voulais vous en remercier, un fonds de péréquation qui assure précisément l'équilibre financier au sein de ces professions et entre les professions du droit a été proposé et adopté. Il est la clé de cette solidarité financière qui aujourd'hui n'existe pas. Donc oui, il faut et je peux, grâce au travail qui a été fait, intergouvernemental et au travail des parlementaires, rassurer pleinement ces professions. Elles méritent mieux que le débat que beaucoup mettent sur la place publique et en particulier leurs représentants. La parole est à monsieur Sylvain Berrios. Merci, Monsieur le Président. 40 milliards d'euros ont été dépensés en 2014 dans la politique du logement et pourtant, la France n'a jamais aussi peu construit depuis 1997. De la loi SRU à la loi Allure, la volonté de nationaliser l'initiative et la construction a échoué. C'est un échec pour plusieurs raisons. C'est une erreur de focaliser toutes les énergies vers le seul objectif, d'ailleurs contestable, du logement social pour tous. L'objectif doit être d'accompagner les Français dans un parcours résidentiel favorisant in fine l'accession à la propriété. C'est une erreur de considérer que les acteurs privés seraient moins performants que les acteurs publics pour produire du logement et le financer. L'objectif doit être celui d'accompagner tous les acteurs du logement et non pas uniquement les acteurs du logement social. C'est une erreur de considérer que l'État puisse se substituer aux maires. Seuls les maires ont la connaissance de leur territoire, la légitimité que leur confère le suffrage universel et par conséquent le pouvoir de conviction nécessaire à l'aménagement de leur commune. Ils sont les seuls garants de leur cadre de vie et des équilibres socio-démographiques de leur territoire. Les politiques successives ont échoué. S'il vous plaît. Et créé des situations explosives dans les quartiers. Et les annonces du Premier ministre de peuplement forcé par l'État s'avéreront catastrophiques pour les territoires. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous abandonner la stratégie idéologique du tout logement social et quand allez-vous enfin faire confiance aux maires de France? Merci. La parole est à madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, le sujet du logement est un sujet important. Important pour nos concitoyens, important pour les entreprises de ce secteur qui sont durement frappées par la crise. Et cette question mérite mieux que les caricatures, la polémique ou les postures. Je ne vous ferai pas l'offense, Monsieur le député, de rappeler les chiffres de la construction du logement social dans votre commune. Vous les connaissez. Parce que lorsque vous dites que ce gouvernement veut effectivement faciliter l'accès au logement de nos concitoyens, c'est vrai. Lorsque vous dites que ce gouvernement souhaite soutenir la production de logements social, aider le mouvement HLM, c'est vrai, et cela mériterait en effet que certaines communes se mobilisent davantage pour produire des logements sociaux dont notre pays a cruellement besoin, et votre commune, monsieur le député, en particulier. Mais bien entendu, il faut aussi agir sur l'ensemble des segments de la construction et de la rénovation énergétique pour relancer la production, pour agir sur le logement intermédiaire, agir sur l'accession à la propriété. C'est l'ensemble de ces outils que nous avons mis à disposition lors du plan de relance que nous avons présenté avec le Premier ministre. Pour cela, nous devons chacun nous mobiliser, faire preuve du sens des responsabilités. C'est ce que nos concitoyens attendent. Merci Madame Pinel. La parole est à Madame Françoise Dubois. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur Roman. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la lutte contre l'insécurité routière est une priorité nationale. De nombreuses familles dans notre pays ont été touchées, de près ou de loin, par les drames de la route. En 40 ans, le nombre de morts a été divisé par 5. En 2013, nous nous étions félicités
collectivement, puisque le chiffre n'avait jamais été aussi bas. En revanche, l'année 2014 a été particulièrement meurtrière. Les piétons et les cyclistes ont été les plus touchés par cette augmentation. Je n'oublie pas celles et ceux qui ont été grièvement blessés, profondément marqués, physiquement et psychologiquement, voire les deux, par un drame de la route. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, les chiffres de 2014 ne sont pas à la hauteur des objectifs qui ont été fixés. La sécurité routière est un combat de tous les jours et il est de notre responsabilité que le nombre de victimes diminue. Pour cela, il faut mobiliser des moyens importants. L'objectif reste le même, moins 2000 personnes tuées sur nos routes d'ici 2020. Pour atteindre cet objectif, vous avez annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action accompagné notamment d'une évolution des méthodes actuelles d'identification et d'analyse des causes d'accidents. Je vous félicite pour les annonces que vous avez faites concernant la protection des usagers les plus exposés à la violence routière, le renforcement des sanctions contre les infractions graves à l'encontre de ceux qui mettent en danger la vie d'autrui. Enfin, je salue également les actions de sensibilisation et de formation à destination des jeunes notamment. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous décliner les principales mesures contenues dans ce plan pour la sécurité routière et éventuellement le calendrier de mise en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la députée pour cette question. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette question pour dire avec force et sincérité que rien de ce que nous avons fait dans la lutte antiterroriste n'aurait été possible sans l'engagement absolument déterminé de la garde des Sceaux, du parquet antiterroriste et des magistrats du parquet antiterroriste. Ce travail a été constant, c'est un engagement sans trêve ni pause de la part de la chancellerie et tous les policiers du ministère de l'Intérieur sont parfaitement conscients du concours constant qui leur est apporté par la chancellerie et par les magistrats, sans lequel rien ne serait possible. Et cela doit énormément à l'engagement personnel de Christiane Taubira. Je voudrais par ailleurs répondre à la question que vous avez posée concernant les mesures de sécurité routière. Il y a 120 morts de plus en 2014 qu'en 2013, alors que depuis le début des années 70, il y a une diminution continuelle du nombre de morts sur les routes. Les résultats de 2014 ne sont donc pas à la hauteur de nos ambitions, ils ne sont pas bons, et quand les statistiques ne sont pas bonnes, il faut le dire et prendre des mesures. J'ai pris donc des mesures dans 4 directions. La première, éduquer, prévenir, essayer de faire en sorte de mobiliser l'ensemble des acteurs qui peuvent faire de la prévention. L'éducation nationale, avec l'accord donné par la ministre de l'Éducation nationale, de mettre en place un dispositif de prévention et d'éducation en classe de seconde pour que la formation aux bonnes pratiques de sécurité routière soit continue tout au long de la scolarité. Diminuer le taux d'alcool pour les primo-conducteurs de 0,4 à 0,2, interdire les comportements qui peuvent exposer la vie des automobilistes et d'autrui, avec notamment la suppression des casques, des oreillettes, la volonté aussi de faire en sorte qu'il soit procédé à des audits de sécurité dans les grandes collectivités territoriales pour faire en sorte que la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite soit plus aisée dans les villes et qu'il y ait moins d'obstacles sur les routes qui peuvent susciter des accidents. Voilà l'esprit général de ce. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.